Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... So this story is all about a cyber attack on a bank where a nation-state hacker group was able to steal almost $1 billion. And in fact, they got away with close to 100 million. The victim was the Bangladesh Bank. Des histoires étranges de l'ère numérique. Les vols de banque nous ont toujours passionnés. Comment des gens peuvent imaginer des stratégies inattendues pour dérober des sommes monumentales à l'insu des autorités? À l'ère numérique, les vols de banque sont bien différents, mais la même minutie est exigée ainsi que le même temps de préparation. En février 2016, le plus grand vol de tous les temps a été perpétré à la Banque du Bangladesh afin de dérober près d'1 milliard de dollars. Cependant, personne n'a eu à entrer physiquement dans la banque. Comment les voleurs s'y sont pris? Suivez-nous dans une des histoires de vols de banque les plus inusitées de l'histoire. Sébastien Lévesque, comment vas-tu? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va bien parce que ce soir, on parle d'un de mes sujets préférés, Oui. les vols de banque. Ben oui, un grand expert. Ah non, Non, je rigole. Loin de là, loin de là. Faudrait demander à Stéphane Berthomé, il me semble qu'il en Oui, parle c'est souvent vrai, dans t'as ses raison. podcasts. Mais aujourd'hui, on parle d'un vol de banque quand même assez différent. Moi, Oui. ça m'a toujours passionné comment les gens peuvent percer un coffre, s'introduire dans une Oui. banque. Puis j'ai déjà, moi, à l'époque, travaillé dans un McDo, étant plus jeune, Oui, oui. un restaurant McDo dont le coffre-fort avait été volé ouais? d'une manière vraiment inusitée. Là. Des gens qui ont justement percé le coffre pendant toute la nuit, Mon Dieu. qui sont disparus, pas avec des millions de Oui, dollars, oui, ben bien non. sûr, mais quand même avec une bonne somme. Ça a été Oui, fait oui. par des professionnels. Et on dirait depuis ce temps-là, j'ai toujours eu la fascination des vols de banque. Il y en a eu plusieurs dans le passé, Mm-hmm. plusieurs... grands vols, des vols de fourgons. Montréal aussi a, Oui. eu a eu son historique de cambrioleur. Mais là, aujourd'hui, c'est particulier. Évidemment, à Distorsion, on parle de l'ère numérique, donc on va s'attaquer en fait à une histoire de cybervol, si je peux me permettre. Ah ben oui, hein, des vols de l'époque d'aujourd'hui. Hein, ça fait partie un peu des cyberattaques d'une certaine façon. Mais là où il y a un enjeu, c'est un peu comme tu le dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de victimes, comment dire, oui, il y a des victimes, mais il n'y a pas de choc post-traumatique, du moins aux employés qui subissent ça. Il n'y a pas, Il n'y a pas d'otage. C'est ça, il y a tout l'aspect physique et même violent d'un hold-up, hein, généralement. Et même des fois, ça vire mal ou des gens s'en sortent avec des traumatismes. Moi, ma mère a toujours travaillé dans les institutions financières, puis à un moment donné, il y a eu souvent des hold-up, puis à un moment donné, il y en a eu un à l'automne, puis il y avait une des employées, elle tombait en dépression à chaque automne, au même moment où ce que le hold-up avait eu lieu, à cause que ça crée un choc post-traumatique, puis ça revient comme une horloge, là, vraiment de manière précise. Donc, tout ça pour dire que les vols d'aujourd'hui sont plus gros, sont plus... c'est ça, il y en a plus, mais au moins, je trouve que le seul côté positif, si je peux dire, c'est qu'il y a moins de dommages humains d'une certaine façon. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on voit des histoires de vols de banque physiques, des hold-up, justement, c'est passionnant de voir tout le temps de préparation. Hein. Ils vont surveiller pendant des mois la banque, connaître le cycle d'arrivée des véhicules de livraison, combien de temps ça prend à la police de venir quand l'alarme est sonnée, tout ça. Donc, il y a vraiment une minutie, là, une attention aux détails. Puis, vous allez voir, dans ce cas-ci, c'est la même chose. Même si c'est numérique, vous allez halluciner aussi de comprendre elle est où la faille qui a permis d'identifier ce groupe de voleurs-là. Donc, c'est vraiment la même minutie, le même souci du détail qui est prêté ici au vol, mais complètement numérique. Et vous allez voir le genre d'erreur qu'ils ont commis, sans vous spoiler, bien évidemment, est très typique aussi des erreurs qu'on voit dans les enquêtes numériques. Donc, ça risque d'être assez passionnant. Ça a été vraiment trippant à rechercher
cette histoire-là. C'est assez fascinant, ce vol-là de 2016. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Ça va vraiment être cool. Et puis aussi, en after show, en fait, pour nos abonnés Patreon, vous savez que si vous vous abonnez, vous allez recevoir les épisodes en avance, sans pub et plein de bonus, dont les after shows. Oui. Et aujourd'hui, on va parler du vol de l'aéroport de Toronto, du vol d'or qui a eu lieu en avril 2023. Donc, cette année, au moment où on enregistre l'épisode, comment on peut encore dérober de l'or en 2023 à l'ère numérique? À quoi ça sert tout ça? On va en parler dans l'after show. Vous allez voir, c'est une autre histoire quand même assez passionnante. Ah, cool, j'ai hâte d'entendre ça. Mais pour se rafraîchir, qu'est-ce qu'on boit, Seb, aujourd'hui? On boit aujourd'hui, mon cher, la Castor. On boit la Galaxy Haze de Castor, une microbrasserie qu'on connaît depuis belle lurette, qui est à Rigaud, au Québec. Ça fait partie de la série Progression. Donc, la Galaxy Haze, elle a évidemment son houblon principal, c'est le Galaxy. Elle a du Citra, de la Mosaïque, 6% d'alcool, et c'est une IPA comme à l'habitude. Et on doit remercier notre ami Trappiste Monk de France qui nous a offert une tournée de bière pour nous offrir cette délicieuse Galaxy Haze du Castor. Merci à toi. Shout out. Et aussi, on a une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Licorne à paillettes, n'est-ce pas beau ce nom? Oui. Qui nous vient d'Australie, en fait. Elle ou il nous dit, j'imagine que ça existe, un licorne. Shout out, Seb et Émile, pour ce podcast si bien documenté, fascinant et surtout toujours de bonne humeur. Après quelques années à l'écouter en travaillant, il nous accompagne en road trip tout autour de l'Australie. Oh, bon voyage. Oh yes. Et on vous rappelle aussi, on n'a pas le choix de le dire, que notre BD, notre collaboration avec Ron pour la série Low Reader est disponible probablement partout au moment où vous écoutez cet épisode. C'est une BD d'horreur, je tiens à le dire. C'est parfois un peu difficile, mais je suis convaincu que les distordus vont bien adorer. 3 histoires de l'ère numérique dont nous-mêmes et Ron avons fait la curation avec 3 duos d'artistes hallucinants, des illustrateurs qui ont travaillé sur cette BD-là. Donc, on entre dans l'univers des distorsions. Vous allez nous retrouver aussi. Oui, on est là. On est dans la BD. C'est une BD de 100 pages qui est disponible via Rue de Sèvres et via Flammarion. Donc, vraiment des super partenaires qu'on adore, que vous pouvez trouver en librairie, possiblement en ligne. Donc, allez vous procurer ça. Je suis convaincu que vous allez adorer. Pour les fans de BD, c'est de la top qualité. Là. C'est une BD très haut de gamme, qualité label 619 qu'on connaît bien là, de Ron. Donc, c'est un beau projet qu'on adore. Et donnez-nous des nouvelles. Dites-nous ce que vous en pensez de cette bande dessinée parce que c'est pas impossible qu'on en fasse d'autres. Oh non, qui sait? Là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire de l'incroyable vol d'1 milliard de dollars de la Banque du Bangladesh? Oui, mais avant de plonger dans notre épisode, un mot sur NordVPN, notre fidèle partenaire. Chez Distorsion, nous attachons une grande importance à la protection de votre vie privée en ligne. Utilisez NordVPN pour naviguer de manière anonyme et sécurisée lorsque vous êtes en public, que ce soit sur votre ordinateur ou même votre téléphone. En plus de cela, Seb, en automne, les voyages deviennent parfois un incontournable pour profiter des couleurs de la saison. Il est toujours pratique d'accéder aux sites d'actualité locaux que l'on suit habituellement à la maison, ainsi qu'aux plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, ou Apple TV. NordVPN vous permet donc de profiter des mêmes sites que chez vous, où que vous soyez dans le monde, et ainsi de rendre vos escapades automnales encore plus agréables. Que vous soyez étudiant à la recherche d'un coin sympa pour réviser dans un café ou que vous passiez du temps en famille à la bibliothèque publique ou encore si vous êtes parent et que vous souhaitez garantir la sécurité en ligne de vos enfants pendant les journées courtes de l'automne, NordVPN est votre allié incontournable. Et en bonus, pour célébrer l'automne comme il se doit, nous vous offrons une promotion spéciale. Rendez-vous sur nordvpn.com/distorsionvpn pour bénéficier d'une importante réduction et de 4 mois gratuits avec NordVPN. Oh oui, et ça en vaut vraiment la peine, surtout avec la garantie de remboursement de 30 jours qui vous offre une tranquillité d'esprit totale.
Alors Seb, sommes-nous prêts à se plonger dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui, monsieur. C'est parti. Maintenant. Une nuit paisible s'était installée sur la réserve fédérale de New York, le bâtiment imposant éclairé par la douce lueur de la lune. Les employés étaient en grande partie déjà partis, ne laissant qu'une poignée d'âmes vigilantes à veiller sur l'intégralité du système financier mondial. Au cœur de cette nuit silencieuse de février 2016, les claviers des pirates informatiques s'activaient clandestinement dans l'ombre. Des hommes et des femmes habiles en matière de cybersécurité se trouvaient à des milliers de kilomètres de là, dans un endroit inconnu, opérant avec une précision chirurgicale. La nuit passa, les transferts en cours et le silence régnaient toujours. Mais alors que les premières lueurs de l'aube baignaient la ville de New York, un détail minuscule, une simple faute de frappe, devait devenir le grain de sable qui gripperait la machine et qui allait révéler un des plus grands coups de cybercriminalité de notre siècle. Oh. Décidément, les vérificateurs de la Réserve fédérale à New York étaient inquiets, car d'immenses sommes étaient retirées d'un compte détenu par la Banque centrale du Bangladesh et distribuées à des comptes particuliers. Quelque chose ne tournait pas rond. On se transporte maintenant, Seb, à Dhaka. Vous allez voir, là, c'est une histoire qui se déroule dans 2 continents là, totalement différents. Dhaka, en fait, c'est la capitale du Bangladesh. Juste à l'est de la vieille ville, près du palais présidentiel, se trouve un rond-point et au milieu se dresse une statue géante d'une fleur de nénuphar, qui est la fleur nationale du pays. La circulation est dense autour de ce rond-point. Au sud-est, on trouve un immeuble de bureaux gris de 12 étages, le genre de bâtiment ennuyeux que vous pourriez trouver dans n'importe quelle ville du monde et qui s'intégrerait parfaitement. Mais il s'agit d'un bâtiment très important au Bangladesh, c'est le siège de la Banque centrale du pays. C'est là qu'il gère les précieuses réserves de devises d'un pays avec des millions de citoyens désespérément pauvres. Et tout en haut, au 10e étage, à l'abri du bruit de la circulation, se trouve une imprimante. C'est juste une imprimante normale, vous allez dire, mais c'est l'emplacement qui est important. C'est dans la zone la plus restreinte de la banque, dans une petite pièce avec une paroi en verre le long d'un mur. Seuls quelques employés y ont accès, car c'est là que les ordinateurs de la banque se connectent au système financier mondial. Chaque jour, des millions de dollars circulent dans les comptes grâce aux messages envoyés et reçus par les machines de cette salle. Et l'imprimante enregistre tout fidèlement sur papier. Il est bien important de spécifier que cette imprimante n'est pas connectée à Internet par les moyens conventionnels. Okay. Elle est connectée via les tunnels souterrains de télécommunications qui passent sous les océans. Tu sais de quoi je parle, oui, Seb? Absolument. On n'en a pas parlé souvent à Distorsion, mais il y a énormément de connexions physiques qui connectent non seulement l'Internet mondial, mais aussi différentes institutions, différents gouvernements. Ça fait, en fait, il y en a qui ont été installés il y a des décennies de ça. Mais on avait prévu, justement, la fibre optique et tout ça à l'époque. Donc, ça existe, des longs câbles qui passent sous les océans. Oui, on n'en parle pas souvent, mais oui, c'est là. Oui, c'est pas juste par satellite, en fait, que l'Internet est sécurisé. En fait, ces câbles-là sont plus puissants que plus fiables que les satellites. Ah oui. Puis, comme tu dis, il y avait de la vision à l'époque. Hein? Ça fait minimum 30-40 ans qui ont commencé ces chantiers-là. C'est pas évident de descendre puis mettre un bout de tape sur le fil. Oui, creuser sous l'eau, puis aussi réparer, entretenir ces réseaux-là aussi. Là, je sais que Microsoft, entre autres, sont quand même des bons partenaires, entre autres, parce qu'il y a des gens, des compagnies qui ont fallu payer pour ces infrastructures-là. Puis à un moment donné, j'avais vu un reportage de comment ils réparaient ça avec des mini-sous-marins, des mini-capsules qui vont... C'est quand même profond. Non, c'est tout qu'un écosystème que, comme tu dis, on en parle très, très peu. Exact. Puis c'est, en fait, cette imprimante-là dont on parle depuis tantôt, elle est connectée, elle, au réseau de SWIFT, en fait, qui est un système utilisé par les banques partout dans le monde pour transférer des fonds. Et ce système-là est connecté justement sur les câbles souterrains. Et puis, l'imprimante s'arrête. Il est 8h45 du matin, le vendredi 5 février 2016. Nous sommes actuellement en long week-end, du jeudi au dimanche, au Bangladesh. Donc, les effectifs sont réduits à la banque.
On a tous eu, là, en fait, dans le passé, des problèmes d'imprimante. J'en ai encore même. Oui, moi aussi. Et le directeur de service, là, ce jour-là, Zubair bin Ouda, a pensé la même chose que la plupart d'entre nous. Il a ensuite déclaré à la police dans un communiqué « De tels problèmes étaient déjà survenus. Nous avons donc supposé que c'était un problème courant, comme n'importe quel autre jour. Par exemple, une cartouche d'encre. » Mais ce n'est pas un jour comme les autres, en fait, là. Loin de là. Il est maintenant 11 heures du matin et il est presque l'heure de la prière du vendredi. Et Zubair bin Ouda a des projets pour l'après-midi. Donc lui et ses collègues décident de regarder à nouveau l'imprimante le lendemain. Parce qu'à ce stade, le dysfonctionnement ne devrait pas être un gros problème vu qu'on est vendredi et le week-end arrive. Et évidemment, ils suspectent non seulement un problème de cartouche, mais un glitch mineur au niveau de l'imprimante. Oui, oui. Mais quand il retourne au travail le lendemain matin, l'imprimante ne fonctionne toujours pas. Alors lui et ses collègues demandent la permission de trouver un autre moyen de redémarrer la machine. Et il dit à la police, plus tard, là, que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à recevoir les messages. Alors que l'imprimante reprend vie, une série de messages apparaît. Ces messages-là, en fait, ce sont des demandes urgentes de clarification au sujet de certains comptes bancaires et des communications provenant de la Réserve fédérale à New York où d'autres vérificateurs sont pris de panique pour la même raison. À New York, la Banque centrale du Bangladesh détient un compte en devises étrangères. La Réserve fédérale de New York est inquiète à ce moment-là. Elle a reçu des instructions, apparemment de la part de la Banque centrale du Bangladesh, de vider l'ensemble du compte. On parle de près d'1 milliard de dollars. Quand même. Rakesh Asthana, maintenant, est un expert en cybersécurité. Il est la première personne extérieure à la banque à enquêter sur cet incident. Il explique qu'au début, le personnel était confus par les messages sortant de l'imprimante quand elle a commencé à se remettre en marche. La panique s'installe alors que les employés de la banque essaient une méthode après l'autre, des emails, des appels téléphoniques, même des fax pour essayer de contacter la Réserve fédérale de New York afin d'arrêter ces transactions. Mais personne ne répond, et pendant ce temps, 1 milliard de dollars américains disparaissent. Mais tout d'abord, Seb, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le rôle de la Banque centrale du Bangladesh? Bien sûr. Émile, la Banque centrale du Bangladesh, qui est également connue sous le nom de Bangladesh Bank, est l'autorité monétaire et bancaire centrale du Bangladesh. Son rôle principal est de superviser et de réglementer le système financier du pays. Voici un peu quelques-unes des responsabilités et des fonctions principales de la Banque centrale. L'émission de monnaie, donc c'est eux qui font l'argent, donc elle est responsable de l'émission de la monnaie nationale qui se nomme le taka et de sa gestion pour maintenir la stabilité monétaire du pays. Ensuite, il s'occupe de la politique monétaire. Elle formule et met en œuvre la politique monétaire du Bangladesh pour contrôler l'inflation, stabiliser les taux de change, mais aussi de favoriser la croissance économique. Ensuite, il y a la régulation bancaire. Donc, cette étape-ci, elle réglemente et surveille les banques commerciales, les institutions financières non bancaires et aussi les marchés financiers du Bangladesh pour s'assurer de leur stabilité et aussi de leur intégrité. Elle s'occupe aussi de la gestion des réserves étrangères, donc elle s'occupe des devises étrangères pour aussi, encore une fois, maintenir la stabilité des paiements internationaux. Et en dernier, elle s'occupe du service des règlements, donc elle facilite les paiements et les transactions interbancaires. Elle agit comme un système de règlement pour les institutions financières au pays. C'est la même chose au Canada, j'imagine qu'il y a l'équivalent en France, donc la plupart des pays évolués, ils ont tous à peu près le même rôle, les banques centrales. Maintenant, en ce qui concerne son implication dans la gestion des fonds de la ville de New York, la Banque centrale du Bangladesh, elle détenait des fonds importants auprès de la Réserve fédérale de New York. De nombreuses banques centrales autour du monde déposent une partie de leurs réserves de change dans des institutions financières étrangères de premier plan pour des raisons de sécurité et de liquidité. Tout ça a fait de cette affaire un problème international complexe et a impliqué des enquêteurs et des autorités des deux côtés de la planète pour enquêter tout ça. Oui, exact. Dans les jours qui ont suivi l'intrusion numérique, la banque était incapable de comprendre ce qui s'était passé. Ils savaient que l'argent avait quitté leur compte à New York, mais ils ne pouvaient pas comprendre comment cela s'était produit, ni si les transferts pouvaient être annulés.
C'est alors que Rakesh Asthana, notre expert en cybersécurité, reçoit un appel téléphonique. Il est en train de conduire de retour à Washington, D.C. depuis une conférence sur la sécurité. Et le gouverneur de la Banque centrale du Bangladesh était au bout du fil et lui demandait une assistante urgence pour une affaire délicate. Et il a dit « Je suis désolé, je ne peux pas vous en parler au téléphone, montez dans l'avion et rejoignez-nous maintenant. » Et donc, Rakesh est parti tout de suite à Dhaka. Il connaissait le gouverneur de la banque, qui est Atiur Rahman. Okay. Ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Maintenant, Rakesh dirige une entreprise de sécurité technologique qui s'appelait World Informatics. Okay. Ainsi, Rakesh arrive à Dhaka en quelques jours où il est immédiatement briefé. C'est alors qu'il a réalisé l'énormité de l'incident de sécurité. Mais pour le chef de la banque, les transferts d'argent ne sont que des erreurs et les problèmes peuvent être résolus facilement, selon lui. Le gouverneur de l'État ou de la province était très perplexe et pensait qu'une erreur avait été commise et que certaines transactions étaient allées dans la mauvaise banque ou sur le mauvais compte et qu'il les récupérerait. Ce serait juste un problème de routine. Oui, oui. Cela arrive dans des circonstances normales. Souvent, les transactions vont sur le mauvais compte et doivent être annulées. En conséquence, le chef de la Banque centrale du Bangladesh garde le piratage secret, non seulement vis-à-vis du peuple bangladais, mais aussi vis-à-vis de son propre gouvernement. Il garde le raid sur la Banque centrale du Bangladesh secret pendant des semaines, tandis que ses responsables essaient de récupérer l'argent. Et pour cela, ils ont besoin que Rakesh découvre réellement ce qui s'est passé. Son équipe disposait d'une salle de conférence juste à côté du bureau du gouverneur afin qu'il puisse le conseiller sur un bon nombre de ses problèmes rapidement. Au début, seule une petite équipe était au courant de cet incident et elle ne pouvait parler à personne à l'extérieur. La première chose à établir est de savoir si la Réserve fédérale de New York a commis une erreur, et la réponse est claire, absolument pas. La Fed insiste sur le fait que quelqu'un de l'intérieur de la Banque du Bangladesh a ordonné les transactions. La banque soupçonne alors un acte commis en interne. Peut-être que quelqu'un s'est glissé dans la salle informatique pendant la nuit et a effectué les transferts. Alors, Rakesh s'assoit et regarde des heures de bande de vidéo de sécurité, les 8 heures complètes. Et il n'y avait personne dans la salle. En fait, il n'y avait qu'une seule ombre. Comme ils ont découvert, c'était une femme de ménage qui était à l'extérieur de la pièce. Mais il n'y avait personne dans la pièce pendant ces 8 heures entières où s'est produite cette attaque. Une pièce vide, personne n'entre ni ne sort. Pourtant, 1 milliard de dollars est volé dans cette pièce. De retour à New York, où l'enquête se poursuit. Avec une équipe d'analystes chevronnés, l'agente en chef a commencé à remonter la chaîne de transactions suspectes. Le directeur de la Banque centrale du Bangladesh, M. Khan, était en état de choc lorsque l'agente l'a contacté. Il a confirmé qu'il n'avait jamais demandé ces transferts massifs, dont la plupart étaient envoyés vers les Philippines. Tandis que l'enquête avançait, les enquêteurs ont échangé des informations avec les autorités philippines. Ils savaient que la situation était urgente et que chaque minute comptait. Les Philippines étaient devenues le point d'ancrage des fonds volés et l'équipe se devait de traquer les coupables. Elle a commencé à suivre les traces de l'argent blanchi dans les casinos locaux où les complices des pirates semblaient avoir dépensé une partie des fonds. Mais pourquoi les Philippines, en fait? Il est vrai que certaines personnes malveillantes ont tenté d'utiliser les Philippines pour blanchir de l'argent ou même pour dissimuler des fonds issus d'activités illégales, en fait. Donc, voici quelques raisons, là, je t'en parle, Émile, oui, pour lesquelles certains pourraient envisager d'utiliser les Philippines à cette fin. Oui, parce que, tu sais, on voit que c'est tellement un vol prévu avec, vous allez voir, avec minutie, c'est des gros montants. Oui, oui. Pourquoi l'argent est dérouté vers les Philippines spécifiquement? C'est ça, en fait, qu'on se demande. Oui. Tout d'abord, ils ont une faible réglementation financière, comme sous plein d'aspects légaux, disons que souvent ils ont un petit peu plus l'élastique lousse. Là, c'est la même chose pour les finances. Bien qu'ils ont renforcé leurs lois et leurs réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, il peut encore exister des failles dans la réglementation financière qui rendent les activités illégales beaucoup plus difficiles à détecter. Également, les Philippines ont un système bancaire qui est diversifié.
Donc, ils ont de nombreuses institutions financières qui peuvent offrir des options pour, encore une fois, dissimuler des transactions suspectes. Ils ont un faible coût aussi pour la création de sociétés. Là, ça ne coûte pas cher créer des entreprises et il est facile et peu coûteux. Donc, ça peut aussi être utilisé pour créer des sociétés écrans, qu'on appelle des sociétés fictives, afin de blanchir l'argent. Dernière petite chose aussi, ils ont des connexions à l'international. Ils ont des liens commerciaux et financiers internationaux, ce qui peut aussi permettre aux criminels de déplacer des fonds beaucoup plus facilement à l'étranger. De retour à notre histoire. Pendant ce temps, David Ramirez se concentrait sur la traque des transactions suspectes dans le système bancaire international. Il avait identifié plusieurs comptes offshore au nom fictif qui avaient été utilisés pour recevoir les fonds volés. Les enquêteurs se sont rapidement rendus compte que cela était bien plus qu'un simple vol isolé. C'était le travail d'une organisation criminelle sophistiquée. Puis maintenant que tu nous as parlé de pourquoi les Philippines, Seb, j'ai envie de te dire, pourquoi tu penses la banque du Bangladesh spécifiquement, pourquoi s'attaquer à cette banque-là? Oui, c'est une bonne question, parce qu'en fait, la Banque centrale du Bangladesh a été spécifiquement ciblée selon plusieurs experts, en raison de plusieurs facteurs qui font en sorte que c'est une cible attrayante pour les cybercriminels. Premièrement, elle a une importance financière. La Banque centrale du Bangladesh est l'autorité monétaire et bancaire centrale du pays, responsable de la gestion des réserves de change et de la politique monétaire. Donc, en conséquence, elle détient d'importantes réserves de devises étrangères, ce qui en fait une cible lucrative pour les cybercriminels cherchant à voler des fonds. De plus, ils ont un niveau de sécurité, qui pouvait être un peu plus faible. À l'époque de l'attaque, il existait des lacunes dans la sécurité informatique de la Banque centrale du Bangladesh. Les pirates informatiques ont exploité ces vulnérabilités pour pénétrer dans le système de la banque et effectuer par la suite des transferts frauduleux. Le Bangladesh connaît actuellement une hausse économique, malgré le fait que ses résidents soient très pauvres, ce qui fait en sorte qu'ils ont de l'argent à placer. Paradoxalement, la main-d'œuvre est moins qualifiée, donc moins à l'affût des piratages informatiques. Et ils n'ont pas de système de protection en place qui soit à jour avec les standards de sécurité d'aujourd'hui, du moins à l'époque des faits. Tous ces facteurs font en sorte que le Bangladesh était une cible parfaite pour une attaque. Ne pas oublier non plus que tout porte à croire qu'ils ont ciblé cette banque au moment exact où le pays était en jour férié. Ça, ce qui est très stratégique, là. Ils savaient donc que la banque ainsi que les premiers répondants en cas de cybercrime, ils seraient beaucoup plus lents à répondre. On le sait, là, c'est un peu toujours la même chose. Donc, c'est ce qui explique le choix de la Banque du Bangladesh. Puis le timing aussi, on va y revenir, vous allez voir, il y a d'autres coïncidences autour de ça. Les jours se sont transformés en semaines et l'enquête prenait de l'ampleur. En fait, d'autres experts en cybersécurité du monde entier ont rejoint la liste des collaborateurs parce que là, ça devenait une enquête presque internationale. L'enquête se transforme en une course contre le temps alors que les enquêteurs suivaient les fils de l'énigme, cherchant à découvrir qui se cachait derrière cette opération audacieuse et comment ils allaient ramener l'argent volé. Et avant toute chose, il devait se concentrer sur le système SWIFT dont on vous a brièvement parlé tout à l'heure, qui permet le transfert de larges sommes entre les banques. C'est via SWIFT que les pirates sont passés. Donc, je vais vous en parler un peu de ce système-là. Mais dis-moi, avant que tu te lances, là, ça n'appartient pas à Taylor Swift. Hein? Et non, c'est pas pour les distordus Swifties, malheureusement. Quoique, on ne sait jamais, il y a des fans partout. Mais SWIFT, en fait, ça veut dire Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Donc, le système SWIFT, c'est un peu la colle qui unit l'ensemble des systèmes financiers. SWIFT est un peu comme une messagerie électronique hyper sécurisée pour les banques. Elles peuvent se communiquer entre elles et envoyer des demandes de paiement. Il existe aussi d'autres réseaux de messagerie pour les banques, mais SWIFT est le plus important. Pour un client normal, il s'agit d'une série de chiffres à fournir, par exemple, à quelqu'un qui va te payer.
Les messages SWIFT autorisent des transferts de milliards de dollars entre les banques, y compris celles du Bangladesh. Il peut sembler étrange qu'une banque transfère de telles sommes d'argent sur la base d'un simple message provenant d'un autre utilisateur SWIFT, mais nous devons préciser que pour envoyer un message SWIFT, vous devez être dans une banque. Oui. C'est pas comme si toi et moi, là, Seb, on pouvait simplement l'installer sur nos ordinateurs domestiques puis envoyer des messages de transfert de millions de dollars. Oui. Aussi, cette messagerie voyage via les câbles souterrains de télécommunications et non via l'Internet traditionnel, ce qui est quand même un bon défi pour les hackers. Alors, imaginez-vous dans la peau d'un pirate informatique cherchant de l'argent et imaginez combien vous pourriez obtenir si vous pouviez pirater le système SWIFT d'une banque. Oui, c'est incroyablement sécurisé et les banques elles-mêmes sont très bien protégées. Mais tout ce dont vous avez besoin, c'est de trouver une faille quelque part. Eh bien, vous avez de l'argent, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce qui s'est passé à la Banque centrale du Bangladesh. Okay. Rakesh et ses collègues commencent à trouver des preuves que des pirates ont pénétré dans son système SWIFT et ont effectué près d'$1 milliard de transferts, mais à ce stade-ci, on ignore qui est la tête de cette infiltration. C'est en portant une attention particulière aux fautes d'orthographe, une aiguille dans une botte de foin, que les enquêteurs ont repéré une faille dans l'attaque des hackers. La première fois que Rakesh et son équipe mettent les pieds dehors, il y avait 300 équipes de caméramans de télévision et de journalistes à l'extérieur de la banque. L'affaire s'est rendue aux médias de masse malgré le fait que le silence devait être maintenu. Le gouvernement du Bangladesh l'apprend et il n'est pas content du tout. On peut l'imaginer. Le ministre des Finances était furieux et s'en est pris au gouverneur. « Comment osez-vous ne pas m'informer, car cela relève de l'importance nationale. » Oui, il a comme gardé tout ça secret. Ben oui. Puis je comprends, c'est une nature humaine. Hein? On tente d'étouffer souvent quand on fait une gaffe ou quelque chose. Même enfant, on fait ça. Les enfants font ça aussi pour ne pas se faire réprimander. Mais des fois, il y a des choses comme ça. Ça devient quasiment pas de l'incompétence, mais une forme de comment dire, à un moment donné, il faut être imputable et assumer qu'il y a pu avoir quelque chose. C'est à la limite, c'est quasiment plus dangereux, c'est le bon terme, là, pour de garder ça sous silence et de ne pas informer d'autres. Oui, carrément. Paliers autoritaires. Je pense qu'il devait penser que c'était juste une erreur de routine, puis qu'il allait pouvoir peser sur reset, puis que tout allait se régler. Exact, là, au bout de l'ordi. Exact. Mais oui, non, c'est ça, t'as raison. Mais bon. Le chef de la banque tente d'abord de défendre ses actions lors d'une conférence de presse. Il compare l'incident à une attaque terroriste ou encore à un tremblement de terre qui secoue la nation.
Il veut faire en sorte que l'économie du pays ne s'effondre pas. Mais finalement, ses explications n'ont pas suffi. On lui a demandé de démissionner de son poste. Ce jour-là, l'ambiance est devenue vraiment sombre. 2 des vice-gouverneurs ont été licenciés. Toute une liste de personnes impliquées ont été renvoyées. C'était un climat de désolation totale au sein du gouvernement bangladais. Du côté de New York, l'équipe en place épluchait chaque détail des transactions. Il y avait au total 35 instructions de paiement totalisant 951 millions de dollars US, envoyées depuis le terminal SWIFT de la Banque du Bangladesh à Dhaka vers la Banque fédérale de réserve de New York, où la Banque du Bangladesh détient un compte en US. Il s'agit d'une stratégie typique de blanchiment d'argent où l'on tente de disperser un gros montant en le plus de petites transactions possibles. Les employés de la Banque fédérale de réserve de New York ont remarqué que c'était une somme assez importante que la Banque du Bangladesh déplaçait. En fait, cela aurait vidé le compte en entier de la Banque du Bangladesh à la Banque fédérale de réserve de New York. Les transactions qui ont abouti étaient de 6 millions de dollars, 30 millions de dollars, 20 millions de dollars et une autre transaction de 25 millions de dollars. Donc, c'est quand même pas mal tout ça. Là. Ça doit totaliser à peu près 80 quelques millions de dollars là, qui ont été autorisés. Donc, c'est clair qu'ils ont visé gros avec le 951 millions, mais ils ont quand même réussi à en déplacer des larges sommes. Absolument. Après ces transactions, quelque chose semblait suspect et les instructions de paiement restantes de la Banque du Bangladesh ont été signalées comme suspectes et ont été suspendues avant d'être envoyées sans approbation supplémentaire. Écoutez bien ça. Un simple mot dans les instructions de paiement a fait passer ce vol phénoménal de 951 millions de dollars à un maigre, si on peut utiliser ce mot-là, 81 millions. Ce mot était Jupiter ou Jupiter. L'adresse des comptes bancaires vers lesquels les paiements étaient envoyés contenait le mot Jupiter. Écoutez ça, là. Il se trouve que Jupiter ou Jupiter est le nom d'une compagnie maritime interdite ou sanctionnée aux États-Unis et qui est surveillée par l'OFAC, en fait. L'OFAC, en fait, là, c'est un organisme de réglementation aux États-Unis. Et la compagnie Jupiter, il s'agit d'une compagnie basée aux Philippines qui produit des câbles de télécommunications souterrains comme ceux qui sont utilisés par le système SWIFT. Ben oui, hein? Tout est dans tout. Tout est dans tout, exact. Une deuxième erreur a ajouté encore plus de suspicion à ces transactions et a empêché d'autres paiements de partir. Une transaction de 20 millions de dollars US a été envoyée depuis le compte de la Banque du Bangladesh vers le compte au Sri Lanka pour une organisation caritative appelée la Fondation Shalika. Cette instruction de paiement douteuse a été routée vers la Pan Asia Bank au Sri Lanka via la Deutsche Bank en Allemagne. Ça fait beaucoup de liaisons. Et elle a été signalée par la Pan Asia Bank qui a demandé des clarifications à la Deutsche Bank, qui à son tour a interrogé la Banque fédérale de réserve de New York à propos de cette transaction. C'est un effet de chaîne. Le paiement a été suspendu avant d'être versé au titulaire du compte. Pourquoi? Eh bien, l'expéditeur avait mal orthographié le mot « foundation ». Donc, une fondation, eux, ils l'avaient écrit au lieu de O-U-N, ils l'ont écrit F-U-N, comme une foundation, en fait. Le paiement a été stoppé net et l'argent a été renvoyé à la Banque du Bangladesh. Mais encore, comment les pirates ont-ils réussi à pénétrer dans le système en premier lieu? Oui, c'est fou tout ça, ces erreurs d'orthographe-là. Puis les flags, c'est sûr que quand tu divises une grosse transaction comme ça en plein de petites transactions, faut que tu sois très minutieux parce que c'est sûr qu'ils vont ils vont porter une attention aux détails. Puis je sais pas, on va le savoir un petit peu plus tard, mais c'est pas sûr que les pirates informatiques parlaient la langue qu'ils écrivaient quand ils faisaient passer les transactions. Donc c'est possible qu'ils aient fait des petites fautes, là, ne maîtrisant pas tout à fait la langue anglaise dans ce cas-ci. C'est ce que je m'étais dit.
Comme on vous l'a dit plus tôt, les paiements SWIFT ne passent pas par Internet, mais via des câbles souterrains dédiés là, et exploités par SWIFT, entre autres. Il est donc pratiquement impossible de pirater ce réseau-là. Cependant, si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à accéder aux terminaux SWIFT d'une banque, vous pouvez effectuer des paiements SWIFT légitimes en utilisant des identifiants volés. Mais alors, comment accéder au terminal? Ça fait un petit peu mission impossible, tout ça, là. Imagine-toi, Seb, qu'en janvier 2015, donc près d'un an avant le vol, plusieurs employés de la succursale de Dhaka de la Banque du Bangladesh ont reçu un courriel d'une personne se faisant appeler Razel Alam, cherchant un emploi à la banque. Attaché au courriel se trouvait un curriculum vitae, un CV. Au moins un employé a téléchargé ce CV et l'a consulté, infectant involontairement le réseau de la banque avec un virus, donc un logiciel malveillant conçu pour espionner et opérer en toute discrétion, donc via un CV en PDF. Oui, c'est fou, hein? C'est fou, on ne croirait jamais ça. Pendant toute une année, les pirates ont utilisé ce logiciel malveillant pour observer comment les employés de la banque utilisaient le système SWIFT puis comment y envoyaient les transactions. Ouais. Ils ont étudié minutieusement comment les transactions de grande valeur étaient effectuées, comment et où les enregistrements de ces transactions étaient stockés à des fins de rapport et comment effacer au mieux ces enregistrements. Ce fut un véritable travail de longue haleine de la part des hackers qui a duré au moins un an et peut-être plus encore. Le jour où les paiements ont été émis, le logiciel malveillant a effectué plusieurs actions. Les pirates ont pris le contrôle du réseau de la banque et utilisé des identifiants et des mots de passe volés pour accéder au terminal SWIFT et créer les demandes de paiement auprès de la Réserve fédérale américaine. Ensuite, ils ont supprimé tous les enregistrements d'audit de ces transactions de la base de données que les employés auraient pu voir lorsqu'ils revenaient travailler le samedi et le dimanche. Ouais, c'est wise. Ils ont vraiment utilisé ce moment tampon là, pendant le long week-end. Le coup de grâce a été la corruption du logiciel de l'imprimante de bureau par le logiciel malveillant, parce qu'il a fallu faire ça. Hein? Oui, exact. Puis l'imprimante, qui est une modeste HP LaserJet, comme on a probablement à la maison, imprimait un rapport physique pour chaque paiement SWIFT entrant ou sortant de la succursale. Ces notifications provenant de la Réserve fédérale de New York confirmant les demandes de paiement, de sorte que même si les enregistrements étaient effacés localement, les notifications de New York, elles, alerteraient les employés. Donc, du jeudi au samedi, lorsque ces 35 demandes de paiement ont été émises, l'imprimante n'a imprimé que des feuilles de papier blanches, vierges donc. L'équipe réduite de la banque a vu cela et a supposé qu'il y avait un petit problème technique avec l'imprimante qui serait résolu lorsque la semaine de travail recommencerait. Le samedi, lorsque l'imprimante a été réparée, la pauvre machine a été le messager de l'horreur pour la Banque du Bangladesh. L'une des principales raisons pour lesquelles ce vol s'est déroulé relativement sans heurts est l'exploitation ingénieuse des différents fuseaux horaires et des calendriers de congés dans les 3 pays impliqués. Donc, lorsqu'une banque fermait pour la journée, une autre venait tout juste d'ouvrir et le flux de ces paiements frauduleux était facilité par un manque sévère de communication entre les institutions. Okay. On vous a dit que le Bangladesh était en long week-end lors de ces dates, mais en plus, le lundi suivant, les Philippines, eux, étaient en congé en raison du Nouvel An chinois. Oui, c'est exact. Donc, c'est fou, hein? Il y avait donc plusieurs conditions favorables dans le timing pour réaliser un tel vol. Donc, tout ça permet de faire, de gagner du temps énormément là, pour se sauver, en fait. Oui, pour transférer les fonds. Ouais. Un peu comme un vol physique. Hein? Oui. On fait en sorte, si on fait ça, justement, c'est un peu légendaire. On va faire un vol le soir du 4 juillet aux États-Unis parce que c'est la fête nationale. Ils ne nous entendront pas percer le coffre pendant les feux d'artifice. Ou encore, on va le faire pendant un long week-end parce qu'il y a moins de gens, on a plus de temps pour creuser un tunnel. Mais c'est un peu la même chose ici, tu sais. Donc, je vous résume un peu la chronologie des événements parce que c'est très court. Donc, jeudi soir,
Après la fermeture, des instructions de paiement piratées ont été envoyées depuis le terminal SWIFT de la Banque du Bangladesh à Dhaka vers la Banque fédérale de New York, où il était 9h30 du matin le vendredi, heure locale. Donc, ça fermait d'un côté, ça ouvrait de l'autre. Oui, oui. Le vendredi soir à Dhaka, certains des paiements avaient déjà atteint les comptes des destinataires à Manille, donc aux Philippines. Le samedi matin, les employés de la Banque du Bangladesh ont essayé de contacter la Banque fédérale de New York, mais c'était le week-end et personne à New York n'était disponible pour les aider. Et donc, ça nous amène au lundi, parce que le dimanche, il ne s'est rien passé. La Banque du Bangladesh a tenté de contacter la RCBC Bank aux Philippines, là où l'argent était allé en majorité, mais c'était le Nouvel An chinois, donc un jour férié à Manille, donc apparemment, personne n'était disponible pour gérer cette catastrophe. Et le lundi soir, 81 millions de dollars US étaient sortis rapidement de la banque, dans le fond, aux Philippines, sans contrôle ni vérification. Incroyable. Donc, ces 80 millions de dollars-là sont vraiment sortis des comptes, là. Donc, c'est disparu entre les mains des hackers. C'est pas dans un process de communication à quelque part entre deux institutions, là. C'est vraiment sorti. Mais maintenant, le défi, c'est de blanchir cette immense somme-là. Là. Donc, comment se sont-ils pris? Puis encore, où est allé l'argent là, qui n'a pas été intercepté? C'est là qu'on entre dans un film hollywoodien, Émile, comme si déjà cette histoire n'avait pas l'allure d'un film. Hein? Ouais. C'est assez incroyable. Les Philippines ont certaines des lois sur la confidentialité bancaire les plus strictes au monde. Il est illégal d'enquêter, de rapporter ou de divulguer publiquement les détails d'un compte bancaire. Cette loi est appelée RA 1405 et malheureusement, elle offre une protection pour le blanchiment d'argent dans le pays. C'est un peu, on dirait que c'est pour ça que ça a été inventé, là. Il existe une commission anti-blanchiment d'argent aux Philippines et ils ont plusieurs organisations répertoriées qui sont tenues de signaler les mouvements d'argent suspects ou importants. Cependant, étrangement, il y a un certain type d'institution qui était exempté de cette réglementation, comme nous le verrons un petit peu plus loin dans l'histoire. Là. Soyez patients. Alors, où est allé l'argent? Les 5 comptes fictifs sont restés dormants pendant 1 an à la RCBC Bank jusqu'à ce qu'ils reçoivent les dépôts massifs. Le vendredi 5 février, l'argent avait atteint l'un des comptes et 22,7 millions de dollars américains ont été retirés immédiatement. Les étranges 60 millions de dollars restants étaient toujours en route vers les comptes en attente de validation. Il n'y a pas de coïncidence ni d'erreur dans ces actions et inactions de ce groupe criminel. Tout est très soigneusement planifié comme une opération chirurgicale. La Banque du Bangladesh avait découvert le piratage le samedi et avait envoyé des messages SWIFT pour arrêter les paiements à la RCBC Bank le lundi, espérant récupérer l'argent avant qu'il ne soit remis au compte. Le Nouvel An chinois était le lundi, en fait. La banque était fermée. Personne n'a répondu et les titulaires du compte fictif, en fait des comptes fictifs, ont rapidement transféré l'argent à une société de courtage en devises étrangères locales appelée PhilRem, qui a ensuite converti les dollars américains de ces 5 comptes en pesos philippins. Ensuite, environ 30 millions de dollars ont été consolidés dans le compte d'un homme chinois qui a quitté rapidement le pays avec cette somme. Le reste de l'argent a été transféré sur les comptes de 2 casinos à Manille, Midas et Solaire. Ah, ça finit toujours dans les casinos. Toujours. C'est la meilleure place pour blanchir. Et là, vous allez capoter, là. D'ailleurs, les casinos sont l'institution chanceuse qui était exemptée de la réglementation contre la corruption. Oh. Est-ce qu'on est surpris? Pas tant. Certains Chinois se sont fait passer pour de gros joueurs et sont allés jouer en privé le lundi. Quel hasard! Les 50 millions de dollars américains qu'ils avaient transférés sur les comptes du casino ont été convertis en jetons de casino, qui étaient actifs ou utilisables uniquement à l'intérieur des salles de jeux privées appelées des junkets, là où seuls les gros joueurs millionnaires jouent. Oui, c'est des salles privées où on dit un peu sacrez-nous la paix, là, nous on joue ici pour 10 millions ce soir.
regardez pas trop ce qu'on fait. Là. Donc, ça semble être des salles, je ne sais pas s'il y en a au Casino de Montréal, probablement. Sûrement, oui, pour les gros joueurs. Mais ça semble être justement des salles réservées aux gros joueurs, un peu indépendamment là, du reste de la plèbe. Oui, c'est ça. Après avoir prétendu jouer pendant quelques heures, les hommes ont encaissé leur jeton d'une valeur d'environ 50 millions de dollars et ont quitté Manille. Ils ont quitté le pays et ont apparemment été retracés jusqu'à Macao en Chine, ville connue comme un paradis du casino. De là, les fonds auraient été transférés vers le pays d'origine de ce groupe de pirates informatiques. Oh! C'est fou, pareil, les stratégies. Hein? Il n'y a pas de magie. Hein? Qu'est-ce que tu fais après avec 50 millions de dollars? C'est tellement d'argent. C'est en cash en plus. Oui, donc là, c'est... Ça prend de la place. Ah oui, puis en jetons de casino. Donc, ils avaient préparé leur truc. Mais on a l'impression que, selon moi, en fait, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé avec les Philippines, mais selon moi, il doit y avoir quelques complices à quelques endroits. C'est certain. Est-ce possible justement que le coup ait lieu de connivence avec les Philippines ou du moins des groupes situés là-bas? Donc, ça a été une des premières hypothèses des enquêteurs. À ce moment-là, le FBI est sur le coup aussi. Là, en fait, toute la planète presque est sur le coup là-dessus. Là. Et d'après ce que j'ai lu dans différents articles de presse, le versement de retrait d'énormes sommes d'argent de la RCBC n'aurait pas pu se faire aussi facilement et aurait nécessité les signatures ou les approbations de divers responsables de la banque. Alors, qui est-ce qui a aidé les pirates? Ben oui. Seule une personne a été inculpée dans cette affaire jusqu'à présent. Il s'agit de Maya Santos de Guito, qui était la directrice de cette succursale de la RCBC à l'époque là, aux Philippines. C'est elle qui a ouvert les 5 comptes. Et elle a été condamnée à 4 à 7 ans de prison pour blanchiment d'argent. Évidemment, elle est coupable à un certain égard, mais c'est ni elle le cerveau et n'est pas non plus la bénéficiaire là, de ce vol-là. Non. Donc, elle est définitivement utilisée comme bouc émissaire, alors que de nombreux autres participants à ce vol sont toujours inconnus à ce stade-ci. En fait, 1 an plus tôt, en mai 2015, ce qu'on a su, c'est que Maya de Guito a aidé 5 personnes à ouvrir des comptes à la RCBC. Il a été découvert aussi plus tard qu'ils avaient soumis de faux documents pour des identités fictives. Okay. Ils ont déposé 500 $ américains et ont laissé leur compte inactif, là, ne faisant absolument rien jusqu'au jour où ils ont reçu ces dépôts-là ultra importants. Là. Donc, ces événements sont donc très louches, puis on comprend que les ramifications autour du vol sont gigantesques et s'étendent sur plusieurs pays et plusieurs juridictions. Ce qui nous amène à se demander si des gouvernements même là, pourraient être impliqués dans ce vol-là. Non, c'est clair, mais je reviens une petite seconde sur Maya. Est-ce qu'elle a reçu, elle, une compensation? J'ai pas trouvé. Ben, sans doute, oui. mais ça, on ne le sait pas. Là, l'histoire ne le dit pas. Elle a sans doute rien dit, en fait, puis elle a été condamnée. Elle ne devait pas avoir le droit de rien dire. Ah non, c'est certain, mais je suis convaincu que... Ben, en fait, je me pose la question, est-ce que, par exemple, ils ont donné quand même plusieurs millions de dollars en disant « Ça se peut que tu fasses la prison, couple d'années, puis que tu ressortes après ça, que tu n'as plus besoin de travailler, tu sais. » Ou que ça peut être même... Est-ce que c'était des sommes dérisoires, tu sais, on va te donner 1000$, puis qu'elle, elle a peut-être... Je ne sais pas si elle a pensé à tout ça. Elle ne devait pas être au courant de ça. Elle a ouvert des faux comptes de banque sans plus, tu sais. Je pense pas qu'elle était au courant de toute l'orchestration d'un vol en arrière, mais... Ça se peut qu'elle savait juste ce qu'il fallait qu'elle sache. Là. C'est ça, tu sais, c'est là que je trouve ça triste. Si au moins elle a plusieurs millions de dollars qui l'attendent en sortant de prison, je me dis qu'au moins, ce qu'elle a fait, mais c'est très mal. Ah, mais ça se peut qu'il y en ait un pour elle qui l'attend. C'est ça. Mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'option qu'ils ont donné une coupe de 1000$, qu'elle, sur le moment, elle s'est payée des petites folies, puis après ça, tu sais, sans... Tu sais, elle devait se dire que c'était banal, tu sais, ou qu'elle se ferait jamais prendre. Exact. Ça se peut qu'elle pensait pas du tout, qu'elle savait pas du tout dans quoi elle s'était embarquée. Là. En tout cas, non, je trouve ça triste pour elle, en fait. J'avais beaucoup d'empathie. On retourne dans l'histoire. Le FBI a enquêté sur ce vol cybernétique et a conclu que les pirates informatiques responsables de ce crime étaient le groupe Lazarus, qui avait également perpétré le célèbre piratage de Sony Pictures en 2014. Vous vous rappelez du courriel envoyé avec un CV en attachment, là, avec une pièce jointe? Le premier courriel envoyé pour rattraper les employés. Il se trouve que la même adresse avait aussi envoyé un tel courriel lors du piratage de Sony en 2014. Ah oui, c'est fou, hein? On résume
Je recommence, André. On présume que le groupe Lazarus est un groupe de pirates dirigé par l'État et connu pour commettre des crimes financiers au profit de leur pays d'origine, c'est-à-dire la Corée du Nord. Ouh! La plupart des attaques étatiques que nous voyons sont liées à l'espionnage, aux problèmes géopolitiques, etc. Mais ici, nous avons un État-nation qui essaie simplement de voler de l'argent liquide, de l'argent sonnant. Nous n'avions jamais vu ça auparavant. Et on n'avait toujours pas vu cela on n'avait jamais vu ça de la part d'un autre État-nation, autre que la Corée du Nord. Ces allégations ont été présentées au consulat de Corée du Nord à Londres et dans une lettre, l'ambassadeur Cho II nous a dit que son pays nie les allégations faites par les États-Unis et d'autres, qu'il les a qualifiées de farces. Il nous a également dit que l'objectif caché des États-Unis était de ternir l'image de la Corée, des États qu'ils n'aimaient pas comme la Corée du Nord en les diffamant de toutes sortes de calomnies et de disgrâces comme il l'a exprimé. Pendant l'enquête sur Sony, le FBI avait découvert une société basée en Chine qui semblait servir de couverture aux pirates informatiques nord-coréens. Parmi les indices, on trouvait le fait que les comptes de messagerie de la société avaient été consultés depuis des adresses Internet en Corée du Nord. Le FBI a maintenant trouvé un message envoyé par l'un des responsables de cette société, société couverture, parlant de quelques employés, des développeurs de logiciels pour être plus précis. Et il y avait une description d'une personne sortant du travail dans cette société et d'une autre personne prenant le relais. Cette personne qui prenait le relais était Park Jin-hyuk. C'est un nom coréen assez courant qui ne soulèverait pas de soupçons en Corée du Nord ou en Corée du Sud. Mais pour les enquêteurs du FBI, ce nom a brillé comme un arbre de Noël. C'est parce que ce nom était au centre d'une vaste toile de comptes de messagerie et de médias sociaux, tous interconnectés un envers les autres. Il avait été utilisé pour enregistrer bon nombre de ces comptes et apparaissait également dans de nombreux messages envoyés et reçus depuis ces comptes. C'est à partir de cette toile de comptes que les courriels de hameçonnage avaient été envoyés à Sony et aussi à la Banque du Bangladesh, des courriels qui allaient coûter des millions de dollars à ses victimes. Le FBI avait découvert que Park Jin-hyuk était un acteur clé du groupe Lazarus, l'unité de piratage gouvernemental de la Corée du Nord. Il avait mis en place et géré bon nombre des adresses de messagerie et des comptes de médias sociaux utilisés pour cibler les victimes du groupe. Et maintenant, alors que le FBI creusait davantage dans le courriel que son chef lui avait envoyé, il découvrait des informations étonnamment détaillées. Oui, c'est toute une révélation, ça, le même pirate informatique qui serait à l'origine 2 ans plus tôt du piratage de Sony. Tu vois qu'ils prennent leur temps, c'est quand même des projets long terme. Hein? Il doit y avoir un gros Gantt ça rapporte, je pense. Oui, exact, tu as raison. Toutes les grandes nations ont des groupes de pirates informatiques travaillant pour elles. Mais généralement, c'est pour collecter des données, voler des secrets scientifiques, technologiques, médicaux, militaires, et non pour dévaliser littéralement des banques à la manière de Bonnie and Clyde, ce qui est assez inhabituel pour le moins. Les sociétés de sécurité ont enquêté sur les pirates et ont trouvé des traces d'adresses IP nord-coréennes et des morceaux de code qui étaient similaires dans tous les logiciels malveillants utilisés lors de plusieurs attaques SWIFT dans le monde entier, y compris à la Sonali Bank au Bangladesh en 2013, en Équateur en 2016 et à la Banque du Chili en 2018. Ce n'était pas comme si le groupe avait cessé ses activités après ce vol spectaculaire du Bangladesh. Ces pirates ont exploité des erreurs humaines et des failles de sécurité qui sont courantes dans de nombreux pays en développement. Il y a eu des conséquences à tout ça, évidemment, Seb. Tout d'abord, la Banque du Bangladesh a poursuivi la RCBC Bank des Philippines en 2018. Ils ont prétendu que malgré la demande d'arrêt de paiement qu'ils avaient envoyée le lundi, la RCBC Bank avait permis aux titulaires du compte fictif de retirer des sommes considérables. La RCBC Bank nie sa responsabilité et accuse la directrice de succursale, Maya Deguito, de tout. Donc, encore une fois, les soupçons tombent sur elle.
Je n'ai pas trouvé d'informations, moi, sur des enquêtes visant les responsables de la banque qui ont approuvé les retraits et autres. Là. Parce qu'avec de telles sommes d'argent en jeu, il est inévitable qu'il y ait eu de la corruption, sans doute à chaque étape. C'est là, sûr. pas juste à la Banque des Philippines. Donc, dans l'ensemble, ils ont sacrifié à quelque part la directrice de la banque au nom de la justice, puis ils ont un peu clos le dossier. Là. Exact. Mais aucun pirate informatique n'a été arrêté ou poursuivi pour ce crime financier, bien qu'une personne a été nommée là, par le Department of Justice des États-Unis, là, le fameux pirate coréen, le Park Jin-hyuk. Okay. Donc, peut-être comme substitut, en fait, pour le groupe. Peut-être que cette personne-là est un peu un scapegoat. Là. Ah oui, OK. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ils veulent détourner l'attention sur lui, peut-être. Là. Sinon, ben, en fait, une des grosses conséquences, entre autres, c'est la confiance entière du monde financier là, qui a été ébranlée ce jour-là. Donc, est-ce qu'on peut encore faire confiance à un réseau comme SWIFT, qui régit une tonne de transactions comme ça? Ou est-ce que les banques ont d'autres failles comme ça qui peuvent être exploitées? Donc, il s'agit d'une conséquence tragique pour l'univers financier qui est basé sur la confiance et l'émotion. Donc, quand on sait que quelque chose comme ça est sur le point d'arriver, ben, ça fait peur là, quand on remarque qu'on en voit de plus en plus souvent. Là. Oui. Donc, toute la confiance vers le monde financier, même vers les pays de placer de l'argent dans d'autres réserves, tout ça est ébranlé. Là. Donc, c'est dur à dire. Est-ce que ça a eu des conséquences sur nos vies? Non, mais probablement que oui. Oui, indirectement. Indirectement. Oui. Ça, c'est certain, les systèmes financiers sont tous reliés. C'est notre point commun là-dessus, là, au niveau mondial. Puis même, c'est vrai ce que tu dis, hein, parce qu'une institution financière, pour que les gens fassent affaire avec une institution financière, le premier élément, c'est la confiance. Parce que tu places tous tes avoirs. Puis il y a bien quelque chose que... Puis nous, au Canada, par exemple, on est chanceux. On a même une régulation gouvernementale. Les banques l'argent qu'on a est assuré d'une certaine façon. Tu sais, même s'il se passe quelque chose, il y a un mécanisme, il y a un fonds de réserve qui fait en sorte qu'on ne peut pas perdre notre argent. Mais même au Québec, ces temps-ci, il y a plein de problèmes avec les banques. Hein. Ils ont des pannes et tout ça. Et ça prend du temps à régler. Puis justement, même, là, c'est pas des cas graves comme ça, mais l'information est gardée à l'interne, elle sort au compte-gouttes. Et ça mine la confiance que les gens ont envers leur institution. Même, il y a une des banques, sans la nommer cette semaine, que justement, il y a eu plusieurs comptes bancaires d'entreprises qui ont été hackés par du phishing, par cette même mécanique-là de vol d'identifiants. Et par la suite, ils ont fait des transactions dans leur propre compte. Puis même là, les banques hésitent à rembourser. Il faut qu'ils fassent une enquête. C'est compliqué. Puis ça, j'ai l'impression qu'actuellement, les banques, en fait, toutes les institutions, mais les banques en particulier, au niveau de la cybersécurité, ils l'ont toujours été. Mais j'ai l'impression qu'il doit y avoir depuis quelques années, une couche encore. Le département de cybersécurité des banques, en fait, il a dû augmenter énormément pour éviter toutes ces choses-là. Puis c'est une course constante, hein? Parce qu'à chaque jour, il doit toujours avoir des pirates qui s'essaient constamment sur tous les systèmes bancaires et tout ça. Moi, on dirait que j'ai pas perdu confiance envers le système SWIFT, là, dans le sens que c'est assez rare qu'il est attaqué de l'interne. Mais c'est là qu'encore une fois, le social engineering, hein, où c'est l'humain qui devient la faille. En fait, parce qu'encore une fois, c'était pas nécessairement un trou de sécurité. L'humain est devenu le trou de sécurité. Ils ont utilisé les identifiants d'employés. Ils ont fait ça, ils ont été tranquilles, hein, avec presque un an à juste espionner. Mais souvent, je sais que c'est le cas, là, dans des gros cas comme ça, ils observent, puis ils veulent pas être détectés, justement. Mais quand même, encore une fois, la faille est humaine. Donc, d'où l'importance, si vous travaillez en entreprise, peu importe sa taille, faites attention. Même les CV, là, ça me fait réfléchir. Là. Moi, où est-ce qu'on travaille, là, on en reçoit des CV. Oui, c'est clair. Puis je pensais à ça, justement, cette semaine, à cause du cas. Puis j'étais, n'importe quelle entreprise naïve, pas que l'entreprise est naïve, mais naïvement, quand on reçoit un CV, oui, souvent on a des antivirus, des choses comme ça, mais ils ne sont pas toujours à jour, ou peu importe. On ouvre les CV sans se poser on ne se doute pas. Souvent, les gens disent « tant que tu ne cliques pas sur le lien, tu ne peux pas être infecté. » Mais c'est plus vrai maintenant. Non, exact. Maintenant, tu n'as plus besoin de rien faire pour être infecté. Puis on en reçoit tellement des cold mails sur nos emails de job. Le moindrement que tu es en marketing ou autre, que tu peux tellement te faire avoir comme ça. Là. Oui. J'ai beaucoup pensé à ça. Puis même, je réfléchissais, est-ce que si ça m'arrivait,
est-ce que mon ordi est assez sécure pour au moins bloquer ça, pour pas voler mes identifiants? Je travaille pas dans une banque, là, mais quand même, pour tous les gens, tous les systèmes, il y a des accès sécurisés, puis c'est pas pour rien, il y a de l'information confidentielle. Donc, non, c'est comment dire, ça m'a pas ébranlé au niveau bancaire, encore une fois, vu que c'est l'humain, mais ça m'a fait réaliser comment que tout tient à un fil. Ah oui, c'est clair. C'est pas long que tout ça peut pas s'effondrer, mais du moins, il y a des gens qui peuvent vraiment empocher beaucoup d'argent rapidement sans se faire prendre. Là, ça se peut que notre protagoniste qui se fasse jamais prendre, là, comme plusieurs, là, Park Jin-hyuk. Donc, oui. C'est plus notre antagoniste dans ce cas-ci. Oui, tu as raison, effectivement. Merci de me corriger. Mais tout ça, puis toi, qu'est-ce que tu as pensé du cas? Ça a-tu ébranlé ta confiance d'une certaine façon? Ben, un peu, on dirait que ça fait partie un peu je pense, de l'insécurité dans laquelle on vit, là, de guerre froide perpétuelle, quelque part, puis de savoir qu'un pays comme la Corée du Nord qui finance en toute légalité un groupe de hackers, c'est loin d'être rassurant, en fait. Ah, ça, t'as raison. Puis on se rend compte que... Donc, moi, c'est sûr que ça a un peu ébranlé quand même ma confiance en les banques. Je me dis qu'au Canada, on est un petit peu moins visé généralement par les attaques de toutes sortes, là. Mais c'est clair que c'est loin d'être rassurant. En fait, là-dessus, peut-être pour conclure, Park Jin-hyuk, en fait, il figure actuellement dans la liste des criminels les plus recherchés par le FBI. Et le groupe Lazarus est toujours sans être recherché, sont toujours blâmés pour plein de trucs. Puis tiens, je vous fais rapidement leur histoire, en fait, jusqu'à maintenant, où je vous parle de quelques... En fait, on pourrait faire un épisode de distorsion entier sur eux. Peut-être qu'on le fera un jour, pardon. Mais je vais vous lister quelques-uns de leurs coups notoires. Tout d'abord, leur premier incident majeur remonte à 2009. En fait, c'est une attaque DDoS qui avait été faite à l'époque contre des sites web sud-coréens et américains. Donc, ça semble pas avoir eu une tonne de dommages à cette époque-là, mais bon, ils étaient dans leur début, donc j'imagine que c'est un petit peu moins pire. Après, en 2013, ils en ont peut-être fait d'autres entre-temps, sans doute qu'ils en ont fait plein, mais ceux qu'on connu du moins, ils ont fait là... ce qu'ils ont appelé 10 Days of Rain, en fait 10 jours de pluie. C'est plein de sites de médias, de sites financiers qui ont été attaqués par eux en Corée du Sud. Donc vous allez voir, là, ils n'aiment vraiment pas les Sud-Coréens. Donc des attaques contre les fournisseurs de cellulaires, les fournisseurs de services Internet. Donc ça a été un 10 jours d'attaque continuelle. En 2014, c'est la fuite de Sony, en fait, là, avec de l'information qui a fuité auprès de 4000 employés. Oui, c'est fou. Une tonne de trucs, des emails de The N-Word, entre autres. On se rappelle, ceux qui ont écouté notre épisode sur le groupe de The N-Word, des emails de Ninja ont leaké lors des emails très, très perturbants. Ont fuité lors de ce piratage. Il y a eu aussi, bien évidemment, en 2016, le Bangladesh Bank Heist, dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y a eu aussi une grosse attaque, en fait, de ransomware qui ont appelé, en fait, WannaCry, tu veux pleurer. WannaCry. Donc, c'est eux qui sont à l'origine de ça. Donc, c'est une tonne, c'est plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays qui ont été infectés par un ransomware, donc un logiciel qui fait des demandes de rançon. Donc, encore une fois, sont passés par, entre autres, une imprimante pour rentrer dans le système. Donc, c'est assez troublant. Ça a été un gros cas. En 2017, il y a eu des attaques, en fait, sur le système Bitcoin puis Monero, encore une fois, en Corée du Sud. Donc, grosse attaque qu'ils ont fait au niveau de la crypto cette année-là. Il y a eu d'autres attaques en 2019, en fait, contre les États-Unis. Il y a eu aussi un vol de 49 millions de dollars qu'ils ont fait au Koweït, donc dans cette année-là. Donc, beaucoup de dommages. 2020, pendant la pandémie, en fait, ils se sont attaqués à AstraZeneca, donc les fabricants du vaccin. Ils ont volé plein d'informations venant des citoyens, des gens qui ont utilisé le vaccin. Donc, c'est vraiment troublant.
En 2021, il y a eu des grosses attaques contre ceux qui font des recherches en cybersécurité, notamment Google, Microsoft. Ah, oui. Il y a eu, en fait, plusieurs... ils ont tenté justement de disrupter, en bon français. Ils ont tenté de déranger, en fait, les études autour de la cybersécurité. En 2022, ils ont attaqué un jeu en ligne, en fait, Axie Infinity. Okay. Donc, quand même un peu rigolo comparé à tout le reste. Oui. En 2022, ils ont fait aussi une attaque, puis un vol de 100 millions de dollars de devises virtuelles qui venaient de Harmony's Horizon Bridge. Okay. Donc, un autre vol qu'ils ont fait en ligne. Puis, je me suis rendu compte aussi que tout récemment, donc en septembre 2023, les FBI les ont tenus responsables du vol qu'il y a eu chez Stake.com, le site de jeux en ligne. Donc, ils se sont attaqués carrément à cette plateforme-là de casino en ligne. Donc, c'est 41 millions de dollars qui ont été volés le 4 septembre 2023. Donc, ils sont encore très actifs. Oui. Et ils volent à chaque fois des 40 millions, des 50 millions, des 100 millions. Donc, ils remplissent vraiment les coffres de... Je sais pas après où aboutit cet argent-là. Je sais que le gouvernement se finance beaucoup. Oui, le Chinois qui joue au casino, je suis pas sûr que ça va dans son compte après. Non, c'est quasiment des employés. J'avais lu pendant la pandémie, ils en profitaient beaucoup. Là. Ils faisaient plein de petits coups, ils volaient des portefeuilles, justement des rançongiciels, les ransomware. Tu sais, WannaCry, là, ils le déploient, mais ils se ramassent. Tu peux te ramasser des 10 000, des 15 000 à plein de monde, mais quand tu les accumules... c'est triste pareil qu'un gouvernement, pour financer son peuple, pour nourrir son peuple, sont tellement fermés sur le monde que je pense qu'ils survivraient même pas sans cette forme de financement-là, en fait. J'ai ce feeling-là. Puis étant donné que c'est virtuel, mais ils peuvent se permettre ça coûte pas cher, monter une armée de hackers. Tu sais, oui, il faut que tu aies la compétence, mais ça coûte beaucoup moins cher que de mettre sur pied des tanks ou peu importe. Puis même d'engager des contre-hackers, des spécialistes en cybersécurité. Ça coûte cher, tu sais. Donc non, c'est ça. Ils ont vraiment étatisé le métier. Ça, on dirait que ça me trouble plus que tout. Là. Tu sais, je le savais, mais on dirait que ça m'a remis ça à l'esprit, en fait, que des gouvernements utilisaient des gens. Ils volent, dans le fond, ils volent à d'autres pays. C'est un peu comme à l'époque des pirates, là, quand ils volaient les coffres-forts, pas les coffres-forts, mais les coffres. Oui, c'est vrai, ça fait pirate viking là, aussi. Un peu, là, ils volaient au... Même Robin des Bois, je ne l'appliquerai pas là-dessus parce que je me demande au final, il y a toujours... Il y a quelqu'un qui paye. Là, l'argent, ça ne se multiplie pas. Là. Puis je comprends qu'il y a des assurances et tout ça, mais même là, l'argent est transféré de poche. Oui, elle est perdue. Là. Donc, non, c'est assez fascinant. Oui. Et vous, les distordus, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là? Est-ce que vous connaissez aussi d'autres histoires de hacking du genre? Est-ce que vous êtes déjà vous-même tombé dans le piège ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez? On veut tout savoir et on vous remercie énormément de nous suivre jusqu'ici. Si vous voulez nous dire ce que vous pensez de l'épisode, dites-nous-le un peu partout. Notre groupe privé de discussion sur Facebook est là. On est sur YouTube, sur Twitter, Instagram, on est sur TikTok aussi, donc vous pouvez nous rejoindre vraiment un peu partout. On remercie André Beaupré, notre cher monteur. Oui. On remercie aussi RB qui compose une partie de la musique, moi-même qui compose l'autre moitié. Donc encore une fois, on se sépare la saison cette année-ci. Et puis on vous rappelle qu'en after show, pour nos abonnés Patreon, on va parler de l'incroyable vol de lingots d'or de l'aéroport de Toronto qui est survenu cette année, donc en 2023. Donc, on surveille ça. On se revoit très bientôt et on n'a pas le choix, Seb, de remercier nos chers membres Patreon qui sont justement les actionnaires de Distorsion. Et je commence avec un gros high five à Justine D, Jessica P, Caroline C, Sébastien P et Marie-Julie F. Aussi, je fais la bise à Éric B, à Moustache, à Vanessa V, à Sophie R et à Anthony G. Je fais une grosse colle à Léa, à Nathan T, à Joanie C, à Thomas O et à Mélijade B.
Aussi, je veux donner un gros câlin à Morane P, à Agathe, à Laurie B, à Sioui et à Roxane C. Je salue chaleureusement Marie-Hélène D, Karine D, Sophie R, Beam B et Marie-Josée B. Aussi, je donne une bonne poignée de main à Evelyne L, à Éric T, Aurélie B, Crevette H, Mégane DP. Et je poursuis un gros bisou à Ariane B, Nathalie P, Mélodie G, Stéphane S et Monpette 2000. Shout out. Un gros merci Michel T, Joseph B, Michel C, Jeanne A et Yo Go. Ho ho ho! Je poursuis Ariane C, Olivier L, la mystérieuse Vanessa, Lydia G et Benjamin T. Et pour terminer, on ne pourrait pas faire ce show sans l'aide d'Émilie T, de Lou B, de John G, de Vince L et d'Océane M. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Oh oui. Si votre imprimante semble bugger, lancez-la par la fenêtre. Il n'y a pas d'autre solution. Oh